Salut les échappés, bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par le vivant et qui en ont fait leur quotidien. Aujourd'hui, je suis avec Émilie Priout, Conservation Journey. Bonjour Émilie. Bonjour Greg, ça va? Bah, super, super. Merci beaucoup pour ton temps, pour cet échange. On va parler de plein de choses. Pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment, est-ce que tu vas peut-être nous présenter qui tu es? Ouais, bien sûr. Alors la version courte, c'est que je suis conservatrice de la faune et créatrice de contenu. Donc j'ai développé un site qui s'appelle donc Conservation Journey avec une carte interactive qui recense 1000 associations de conservation dans la nature. L'idée étant de rendre visibles des petites et moyennes structures qui font du travail de terrain et un annuaire aussi d'orientation pour aider les jeunes à s'orienter ou les moins jeunes aussi à se réorienter dans ces métiers-là qui sont peu connus, Hmm. mais qui ont besoin de renfort. Et du coup, je parle de tout ça sur mes réseaux sociaux. Oh, tu fais plein de choses. Ça te prend beaucoup de temps, toutes ces entreprises-là, du coup, j'imagine? Tu es tout seul à faire tout ça? Je suis toute seule, j'ai une collaboratrice qui m'aide sur le développement du site pour toujours Ouais. l'améliorer un peu plus. Mais sinon, sur le côté création de contenu, etc., ouais, je suis toute seule. Bon, ça va, t'arrives à tenir le rythme quand même? Ouais, ouais, ça va. Bon, je fais plein d'autres choses à côté, hein. J'ai aussi développé une autre branche qui est plus le lien avec les entreprises, le monde économique, parce que l'idée aussi, c'est d'essayer d'aller chercher des fonds pour les associations. Hmm. Euh, mais voilà, après, je t'ai fait la version courte, mais tu me dis si tu veux plus d'infos sur les études que j'ai fait ou quoi. Bah ouais, bah, on allait y venir, du coup, comment ça se fait que tu travailles dans la conservation de la faune? C'est pas anodin. Ça vient depuis petit, t'as toujours aimé les animaux, peut-être, ou l'environnement au sens général, pardon. Ouais, ben, je pense que ça vient d'un. Il n'y a pas eu un moment plus marquant qu'un autre. Je pense que c'est en grandissant, j'ai eu la chance de voyager, souvent des voyages dans la nature, euh, ouais, dans la nature sauvage, où j'avais eu la chance de voir pas mal d'animaux dans ma vie. Donc je pense que ça vient un peu de cet émerveillement-là de la nature. Puis la prise de conscience en fait de l'impact des humains et donc cette volonté qui en est née de vouloir agir. Bon, au début, c'était quand même beaucoup noué à de l'éco-anxiété et de la rage et de la honte, hein. Hmm. Je pense qu'on passe tous un peu par ces émotions quand on se rend compte de l'impact que notre espèce a sur les autres. Aujourd'hui, j'ai essayé quand même de m'apaiser puisque c'est pas trop tenable d'être Ouais, dans ça devient l'énervement. compliqué. Ouais, du coup, ouais, maintenant, je vois aussi ma place dans tout ça et surtout, j'essaye d'enclencher de l'action auprès des autres via les réseaux sociaux et je sens que ça marche, que c'est ça qui me fait plaisir. Et donc, effectivement, quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit, bon, bah, moi, si je suis sur Terre et que je participe indirectement à tout ça, il va falloir que du coup, je m'engage pour, à l'inverse, protéger les espèces qui sont menacées d'extinction. Et donc, après le bac, je suis tout de suite allée sur le terrain pour aider les ours malais victimes de braconnage. Et ensuite, j'ai enchaîné avec mon bachelor en Angleterre de conservation de la faune et de la flore sauvage. Il existe vraiment des formations sur la conservation de la faune? Oui, il existe des formations. Ok. Alors moi, j'étais partie en Angleterre parce que justement, manque d'informations, on n'avait pas su m'orienter, tu vois, les conseillers d'orientation à l'école, même mes parents ne savaient pas trop, c'est quand même assez spécifique. Quand tu dis aux gens que tu veux des animaux, on te dit, Hmm. bah, tu peux faire veto ou soigneur, mais alors veto, c'était pas pour moi parce que je voulais... Bah, déjà, j'avais pas fait S, donc j'avais pas fait de bac scientifique, donc que j'aurais pas pu, et même si j'avais fait la remise à niveau et tout, j'avais pas envie en fait de m'occuper d'animaux qui étaient mal en point, en fait. J'avais Hmm. envie d'empêcher qu'ils n'arrivent à ce point-là. Donc, vétérinaire ou soigneur, c'était pas vraiment fait pour moi. Et j'ai découvert ces formations en Angleterre, mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je mets en avant, au travers d'un annuaire d'orientation, toutes les études qui existent en France. Hmm. Un outil que j'aurais aimé avoir quand j'étais au lycée et donc qui, j'espère, aide d'autres personnes à se rendre compte qu'effectivement, il y a des formations. Alors en France, bon, bah, l'éducation nationale fait que souvent, ça peut être assez général au début. On peut passer Hmm. par des licences de biologie. Donc au début, on va avoir des trucs hyper généraux. Et petit à Ouais. petit, on peut se diriger vers la conservation des écosystèmes et des espèces. Il y a des licences qui s'appellent BOP, Biologie des organismes et des populations. Si on est un peu plus une personne de terrain et moins scolaire, on peut aller Hmm. faire un BTS GPN, Gestion Protection de la Nature. Ok. Il y a quand même différentes voies en France qui permettent d'aller vers ces métiers-là. Et ce qui est important de rappeler, c'est que peu importe les études, c'est vraiment l'expérience de terrain qui est importante. Donc, commencer par du bénévolat, faire des stages et se faire un réseau et rencontrer des gens dans ce milieu pour aussi bien comprendre comment ça fonctionne, en fait, parce que c'est quand même chaque milieu est
est particulier et c'est important de savoir comment on veut y participer, quoi. Et quand tu es parti en Angleterre, du coup, tu t'es peut-être rendu compte, ou peut-être qu'il y en a pas, de barrières de la langue? Par exemple, s'il y a beaucoup d'actions de conservation, qui sont, essentiellement, faites en anglais, parce qu'il y a l'hégémonie de la langue anglaise un peu partout dans le monde, si on ne parle que français. Est-ce que ça pose des problèmes dans, notre envie de se diversifier dans des actions de conservation ou pas spécialement au final? Bah, alors c'est sûr que parler anglais, ça va permettre, d'augmenter les chances, enfin ça ouvre les horizons, en fait. Si on parle pas anglais, ne serait-ce qu'un minimum, on va pas pouvoir être bénévole dans des projets de conservation, Mmh. à l'étranger, en fait. Donc c'est quand même important de parler un minimum anglais. Après, ça veut pas dire que c'est impossible de travailler en conservation si on parle pas anglais, puisque, par exemple, on a plein de projets en France, en outre-mer. Il existe Mmh. aussi des pays, qui sont, bah, des anciennes colonies où, la langue française est toujours présente. Donc je pense qu'il y a toujours des solutions. Ça, c'est un peu mon mantra. Ouais. Mais c'est vrai que je pousserai quand même les gens à parler au moins un minimum d'anglais pour ensuite pouvoir être bénévole dans des projets à l'étranger si le but est d'aller à l'étranger, quoi. Ouais, donc c'est quand même quelque chose qui se démocratise pas mal. En plus, la langue anglaise, bah, avec internet, on peut l'apprendre, sur le tas, toi, tu es parti directement, sur place pour l'apprendre. Mais tu avais déjà eu vent de ces formations-là? Ou, elles se démocratisent avec peut-être, tout ce qui est, le milieu du développement durable, je parle très large, hein, qui se Bah, démocratise de plus en plus dans les pensées ou pas spécialement? en fait, les anglo-saxons, ils sont bien plus avancés que les Français, sur ces formations-là. Donc moi, j'en avais entendu parler parce que, mon lycée avait un partenariat avec une université américaine Mmh. et comme je savais pas trop où aller en France, j'avais regardé ce qu'eux proposaient et c'est comme ça que j'ai découvert ce cursus de conservation de la faune, et c'était d'ailleurs, une énorme révélation, hein, tu peux imaginer. Oui. Hem Quand en face, on me disait: «Bah, non, tu peux pas mettre des choix comme la biologie ou quoi», parce que j'avais fait un bac ES, c'était enfin, tu vois, des opportunités qui s'ouvraient. Au final, j'étais pas partie aux États-Unis parce que j'avais pas été sélectionnée par le programme, mais Mmh. je me suis rendu compte que tous les pays anglo-saxons avaient ce type de formation, en fait. Donc, en Australie, en Angleterre, en Écosse, en Ouais, un peu le Irlande. Commonwealth, Ouais, voilà. OK. Après, il y en a même, tu vois, en Afrique du Sud, ça dépend. Moi, je suis partie au final en Angleterre parce que bon, bah, c'était le plus proche et Oui. aussi à l'époque, c'était faisait encore partie de l'Union européenne, donc les coûts étaient moins élevés. Mmh. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que c'est quand même un privilège de pouvoir partir étudier à l'étranger et c'est aussi pour ça que je mets en avant plein de formations qui existent en France, parce que c'est vraiment pas nécessaire de partir, et je pense pas que le fait d'être partie, ça a forcément joué en ma faveur, tu vois? C'est juste, Mmh. une histoire de se former, en fait. Tu peux te former en France, très bien. Ouais, en fait, tu as vécu pas mal d'expériences grâce à tout ça et ça a été déjà un premier pas dans ce que tu voulais faire plus tard, en fait. C'est trop bien. Bah, complètement, ouais. Bah, en même temps que mes études, tous les étés et ça vraiment je le recommande, je me suis, engagée dans des assos, Ouais, dès que j'avais un peu de temps, quoi. Donc tous mes étés, j'ai fait des expériences. L'été entre ma première et deuxième année, je suis partie en Malaisie pour, faire de la conservation des tortues marines, OK. qui étaient victimes, alors c'était pas vraiment victimes parce que c'était légal à l'époque. Il y avait tout un marché, des œufs de tortue pour, se nourrir, en fait. D'accord, ouais. Hem Et maintenant la loi a changé, donc Mmh. c'est plus légal, mais à l'époque, en fait, c'était tout un programme pour essayer de racheter les œufs avant que les propriétaires des plages ne les vendent sur le marché et nous, on les remettait dans le sable, dans les nids et on les monitorait jusqu'à ce que les petits éclosent, quoi. J'avais fait ça comme expérience et j'étais partie aussi faire une mission, scientifique en Méditerranée, en Corse, pour parler de la pollution plastique, faire Mmh. des relevés, des nettoyages de plage, la sensibilisation et tout. Et après, l'été de ma troisième année, j'avais fait une petite formation sur le droit de l'animal, avec l'université d'Aix-Marseille. OK. Et il y en a dans différentes universités de cette formation. C'est un CU, certificat universitaire, ou un DU. Et ça, bah, pour ceux que ça intéresse, c'est quand même très intéressant. Après, enfin, moi, j'ai pas fait de droit, donc ça me permet pas d'être juriste ou quoi, tu vois? Mais c'est des connaissances en plus Mmh. qui permettent de se rendre compte aussi, bon, bah, quelle est la place des animaux dans notre société aujourd'hui, tu vois? Mmh. Ouais, avec toutes les lois autour de l'éthique animale, quelles sont les limites pour certains sujets sur, ce genre de choses. On n'a pas forcément tous la même vision, morale que ce qui est écrit, bah, dans le code pénal ou le code civil, quoi. Non, mais ça fait pas mal d'expérience et du coup, en fait, ça montre surtout que même si, en bon français, même si tu es pas parti avec un bac S, ça t'a quand même permis de vivre pas mal de choses
Et peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient se lancer dans la conservation, bon, on parlera de ce que tu leur proposes aussi, hein, avec The Conservation Journey. Mais l'étude n'est pas un frein si on a vraiment envie d'eux et qu'on a les bons moyens pour y arriver, que ce soit un réseau ou, à travers, ton Discord, par exemple, on pourra en parler, où tu pas mal de choses, en fait. Ouais, ouais, carrément, bah, le trouver une première expérience, c'est pas évident. Faut aller au charbon, hein, faut envoyer des candidatures dans tous les sens, faut pas se limiter. En fait, il faut pas se dire, faut réfléchir à la place de l'association, en fait. Mmh. Il faut se dire de quoi elle a besoin et qu'est-ce que moi je peux leur apporter pour, ben, essayer d'être intéressant pour eux, tu vois? Et donc si on n'a jamais fait d'expérience dans le domaine et ben, faut se dire, bon, bah, par exemple, je sais gérer les réseaux sociaux ou je fais des jolies photos ou des vidéos. Ben, dans ce cas-là, quand tu envoies un mail et tu dis, «En plus, de vous aider sur le terrain avec vos projets, je peux m'occuper de votre communication» et cetera. Donc vraiment, essayer de mettre toutes les chances de son côté pour, que l'asso réponde: «Effectivement, on a besoin de quelqu'un à ce moment-là» et dans ces cas-là, en fait, c'est toujours mieux de trouver une asso qui a vraiment besoin de toi parce qu'après tu vas pouvoir peut-être négocier d'être, nourri et logé en échange de ton travail. Là où Mmh. parfois, quand c'est vraiment des programmes de volontariat qui sont bien ficelés, qui fonctionnent et cetera, bah, ça peut être payant. C'est pas forcément négatif que ça soit payant, c'est juste qu'il y a des red flags et des green flags à quand même, regarder. Un des trucs à se demander, c'est, ben, est-ce que, je suis légitime à demander de ne pas payer? Et donc quand on démarre, pas forcément. Mais c'est pour ça que c'est important de pas se limiter à: «Ah bah, moi je veux travailler, sur», je dis n'importe quoi, mais Mmh. sur les tigres, en Inde, dans cette ville. Bah, là, bon courage pour trouver, en fait. Moi, quand je suis C'est très partie spécifique, ouais. ouais, voilà, je suis partie travailler avec les ours, je savais même pas que ces ours existaient avant de rencontrer le gars qui avait cet asso, tu vois? Donc faut envoyer plein de mails et puis voir là où on a une réponse, et essayer de trouver un projet, qui a besoin de nous, en fait. Mmh. Et dans ce cas-là, ça enclenche une première expérience et derrière, bah, tu pourras dire, «J'ai fait telle expérience» et si tu as pas envie de faire des longues études ou tu as pas les moyens et cetera, tu as plein de petites formations en ligne, des MOOC qui sont gratuites et tout, il y a, tout un site, enfin moi j'ai référencé plein de sites, sur la page Agir de mon site Conservation Journey. Tu as plein de plateformes qui proposent, des formations sur l'environnement, la conservation et cetera, gratuites. Donc Mmh. ça, c'est une chose en plus que tu peux mettre en avant, quand tu vas contacter des structures et tout. Et après, bah, il y a toujours un petit peu de chance, être là au bon moment, avec, les bons bagages et cetera. Ah ouais, bah, faut se donner les moyens et puis avoir les bons outils pour réussir, notamment, bah, grâce à The Conservation Journey. Et c'est un projet qui a débuté comment? Parce que tu as vécu pas mal d'expériences, à un moment tu t'es posé, tu t'es dit: «Bon, il manque quelque chose, j'ai envie de rajouter ma pierre à l'édifice». Quelle est la genèse? Hem, En vrai, la genèse, c'est que, j'étais, en stage à Surfrider pendant mon master. Un stage dans les bureaux en plaidoyer et en fait, il se passait pas grand-chose au niveau politique à ce moment-là. Donc je m'ennuyais un peu, si je dois être honnête, Mmh. et je réfléchissais, je rêvassais, je me disais: «Ah, j'ai envie de retourner sur le terrain et cetera». Et donc je commençais à rechercher des projets et tout et en fait, en même temps, j'ai découvert l'outil Google My Maps, qui est un outil gratuit, pour faire des cartes, en fait, Ouais, pour tu peux me mettre des points, ouais, voilà, exactement. Et donc j'ai commencé pour moi, toute seule, à répertorier les assos, que je contactais, que je connaissais et cetera. Et puis je me suis dit très vite: «Mais en fait, c'est ça qui manque, c'est une carte où tu as toutes les assos, en fait». Parce que les assos, quand tu les cherches, faut aller fouiller quand même, tu vois? Quand tu mmh, mets, conservation de la faune sur internet, tu tombes d'abord sur plein de sites, qui sont, pas forcément tous, mauvais, mais c'est plein de sites, en fait, qui sont des intermédiaires entre les porteurs de projets et des bénévoles et donc souvent, bah, ils cachent le nom de la structure parce qu'ils veulent pas que tu les bypasses et puis ils font payer. Donc quand tu es quelqu'un qui étudie et qui veut travailler dans ce domaine, c'est quand même hyper galère de trouver des structures, surtout parce que, bah, souvent des petits projets qui ont besoin d'aide, bah, ils ont pas de personnes chargées, de communication. Leur site est pas forcément bien foutu, pas bien mmh. référencé, donc plein de choses qui font que c'est quand même ça demande du temps de rechercher des projets et en fait, il se trouve que moi, j'ai bien aimé faire ça et donc je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Je suis allée récupérer, tu vois, des bases de données à droite à gauche dans des groupes Facebook, Ouais. des trucs comme ça et puis, quand j'étais, parce qu'après Surfrider, du coup, je suis partie en Tanzanie pour, travailler dans un projet d'écotourisme, sur les requins-baleines et là-bas, j'avais un peu de temps parce que j'étais, plutôt en charge du camp et des bénévoles, donc j'étais Mmh. pas tout le temps sur le terrain et donc j'ai poussé le projet
J'avais une grosse base de données au début, c'était quoi? C'était genre 600 ou 700 assos. Maintenant, on est à plus de 1000. Du coup, j'en rajoute tout le temps. Il y a eu du Et en boulot? fait, ouais, c'était du boulot, mais j'aimais bien ça. C'est un peu le côté nerd, tu vois, où Ouais. tu vas nettoyer ta base, tu vérifies chaque asso, tu rajoutes les infos et tout. Et en fait, en Tanzanie, j'ai rencontré quelqu'un, un père de famille qui venait justement avec sa famille, voir les requins-baleines. Et il y a eu vraiment une sorte d'étincelle entrepreneuriale qui s'est créée entre nous, où il m'a donné plein d'idées. Et moi, j'ai pu discuter avec lui aussi de toutes les idées que j'avais et tout. Donc, ça m'a vachement boosté en fait de rencontrer quelqu'un qui croyait aussi en ce que je commençais à développer. Et donc après, quand je suis revenue en France, j'ai terminé mon master et pendant les cours, je continuais à faire ce site. Et le tout premier site, du coup, il a vu le jour, la version 1, elle a vu le jour en mai 2023. Et c'est moi qui l'avais fait de A à Z, vraiment, je l'avais bricolé avec des outils gratuits en ligne, des trucs comme ça. Oh, ça fait Et, l'affaire, hein. et ça fait l'affaire, ouais, bah, Ouais. c'était une sorte de preuve de concept, tu vois, on dit. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé ouais, à vendre la carte. Et en fait, le site, donc, il y a à la fois le côté la carte des assos et tout le côté orientation. Et ça, c'était parce que j'avais fait un tour de France des assos en van aménagé où j'étais allée Mmh. rencontrer une quinzaine d'associations pour mettre en avant sur YouTube leurs projets, les gens qui y travaillent, les parcours qu'ils ont fait, etc. Ce projet-là, c'était vraiment, je pense, ma toute première expérience entrepreneuriale. Mais je m'étais pas Ouais. vraiment rendu compte parce que j'avais fait, tu vois, j'avais fait une campagne de crowdfunding pour pouvoir payer l'essence, le projet et tout. J'avais trouvé un partenaire qui m'a prêté un van. Ouais, c'était déjà très Euh, solide quand même, comme ouais, démarrage en fait, ouais, de ouf. Mais alors qu'en plus, à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup de, j'avais genre 2000 abonnés sur Instagram, tu vois. Donc, et en fait, ça avait un peu démarré sur TikTok. Et c'est pour ça que je mettais ça en avant. Mais j'avais réussi, tu vois, à faire tout ça. Et ce projet-là, c'était parce que j'avais envie de. Tu vois, c'était après le Covid. Donc, quand on s'est tous un peu pris une piqûre de rappel de, bah, en fait, il faut se concentrer aussi sur notre pays, etc. Et je me suis ouais. rendu compte que je connaissais très mal la France, les espèces françaises et tout. Et donc, je voulais les découvrir. Et en fait, à la suite de toutes ces rencontres, j'ai fait un peu j'ai créé la première version de l'annuaire d'orientation avec les formations que les gens m'avaient dit qu'ils avaient fait, tu vois. Donc, j'ai commencé à OK. répertorier un peu les formations comme ça. Donc, pour te répondre, tu vois, ce site, il s'est fait vraiment au compte-gouttes petit à petit. Et pourquoi je l'ai fait au début? Parce que c'était des outils dont moi, j'avais besoin. Et Ouais. en fait, je me suis dit que c'est sûr que d'autres en ont besoin. Et aussi, je me suis dit que mon mantra, c'est un peu plus on est à s'engager, plus on y arrivera, tu vois. Donc, faut essayer de casser les barrières à l'entrée et rendre ces informations accessibles. Oui, puis d'autant plus, tu as un vrai impact auprès de ces associations-là parce que, bah, de leur côté, ça leur permet de se faire connaître, hein, sur via la carte des 1000 assos et du coup, tu parlais un petit peu de green flag et de red flag dans les missions qu'on pouvait avoir autour de la conservation, alors à travers le monde. Mais aussi toi, si tu peux nous en parler, c'est quoi tes critères pour, qu'une association soit éligible, en tout cas, à être ajoutée sur la carte? Comment est-ce que tu te dis: «OK, cette asso, elle a un impact, je vais la rajouter»? Ouais, alors c'est une bonne question et pour ceux qui veulent retrouver un peu les infos, j'ai une FAQ sur le site où je décris un Mmh. peu. Mais globalement, comment ça se passe? Moi, je les ai pas du tout toutes rencontrées ces assos, tu te doutes, il y en a beaucoup trop. Ça fait Il beaucoup. y en a quelques-unes que j'ai rencontrées, notamment avec mon Tour de France. Là, je reviens d'un tour de Polynésie et cetera. Mais je les ai pas toutes rencontrées, et du coup, c'est un répertoire, pas exhaustif parce qu'effectivement, quand je l'ai créé, il y a certaines assos que j'ai volontairement pas mis dedans parce que, par exemple, ce que je vais regarder, c'est, je vais aller sur site, je vais aller voir, c'est quoi le statut de la structure, déjà. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un statut ONG, association? Est-ce que c'est plutôt, un statut, d'entreprise? Il y a des entreprises qui peuvent être très bien, hein, je dis pas le contraire, mais moi, c'était vraiment une volonté de faire une carte des associations, Aux donc assos, voilà, 1er critère. Ensuite, regarder comment le site est qu'est-ce qui est mis en avant le plus sur le site, tu vois? Par mmh, exemple, est-ce qu'il y a un menu avec, les goodies sont vachement mis en avant ou des trucs comme ça? Ou est-ce que c'est plutôt, découvrez nos programmes scientifiques, nos programmes de conservation et tout? Quand c'est un peu trop goodies, généralement, bon, c'est peut-être, à creuser, tu vois? Mais parfois, c'est plutôt des structures qui essayent de se faire de l'argent, sur, les animaux ou quoi. il y en a beaucoup. Après, je vais regarder aussi les partenaires, tu vois? Ouais, Si j'ai un doute, par exemple, ou si, ça me semble bien, mais qu'en même temps, il y a pas, tu vois, je connais pas forcément, tu vois, les espèces sur lesquelles ils travaillent, donc je me rends pas forcément compte. Je vais regarder s'ils ont des gros partenaires. Je vais regarder, par exemple, si,
Ils citent l'UICN qui est Mmh. la référence quand même dans le monde de la conservation. Enfin, il y a un peu des choses comme ça. Et après, ça va être aussi, par exemple, dans les images utilisées, la communication. Pas aller, enfin, les assos qui vont mettre en avant des images de bénévoles qui ont des interactions avec les animaux. Mmh. Ça, c'est pas impossible, à la fois sur le site et les réseaux sociaux. Et après, il pourrait y avoir le critère aussi des volontariats payants, mais alors ça, c'est difficile parce qu'en fait, au départ, la carte, je l'ai créée donc justement pour essayer d'avoir un outil qui permet de contourner un peu ces volontariats payants, parce que c'était au départ destiné vraiment pour des personnes qui veulent travailler dans le domaine. Donc en fait, tu Ouais. peux pas payer pour travailler, quoi. Sauf que, en fait, il y a pas mal de projets qui ont besoin d'argent des volontaires, parce que, par exemple, ils n'ont pas de subvention de leur pays, ils trouvent pas de mécènes, d'entreprises qui sont prêts à les soutenir et tout. Donc, c'est quand même un modèle qui existe et qui fait vivre des petites associations, mais il faut faire gaffe. Et pour ça, je fais parfois des posts qui mettent en avant justement ces green flags et red flags, mais ça va être Mmh. est-ce que le prix est exorbitant, type 1 000 € la semaine, ou est-ce que ça semble couvrir des frais réels Mmh. du prix de la vie sur place, Ouais, tu du vois? moment que c'est logique, ça pose pas de problème en soi, quoi. Voilà, si c'est quelques Ouais. centaines d'euros pour couvrir, le fait d'amener la nourriture, et un petit don en plus, c'est OK et ça fait vivre l'association, donc c'est pas grave et en plus, Ouais, ça il y a un dépend aussi des impact, ouais. structures. Par exemple, si c'est des refuges, des centres de soins et tout, eux, ils ont des coûts mais énormes, tu vois? Toute la Ouais. nourriture, les soins, payer les vétérinaires et tout, c'est énorme. Donc dans ces cas-là, ça peut être complètement OK de payer, mais c'est juste que, forcément, si vous êtes véto, ou si vous avez des études dans le domaine et tout, c'est pour ça que la carte elle est utile parce que derrière tu peux envoyer un mail, parler avec l'équipe, voir ce dont ils ont besoin, voir si tu corresponds à ce qu'ils ont besoin et après négocier, quoi. Et toutes ces assos, tu les trouves, à force via le bouche à oreille? Peut-être qu'elles viennent vers toi? Ouais, non, au départ, c'était vraiment, alors moi, j'avais déjà fait un peu des listes, tu vois? Quand je cherchais Ouais. du travail et tout. J'étais dans des groupes Facebook aussi, où des gens, tu vois, ils vont commenter, tu vois, quelqu'un va mettre, «Ah, j'aimerais trop partir en Amérique du Sud» et après tout le monde commente, «Ah, Mmh. j'ai été dans tel asso, tel asso, tel asso», donc j'ai tout mis dans un gros, Excel et après je suis allée checker un à un. Hem et après, souvent quand tu trouves une asso en amène une autre parce qu'une asso va te dire, «Nos structures partenaires», tu as d'autres Mmh. assos dedans et donc tu vas toujours plus loin, tu vois? Donc c'est comme ça. Donc forcément, il y a des endroits dans le monde qui sont peut-être un peu moins, répertoriés. Par exemple, je crois qu'en Nouvelle-Zélande, là, j'ai que 2 assos, alors qu'il y en a sûrement plus, mais juste, j'ai moins poncé, ce pays, quoi. Ouais, c'est pas qu'il y a rien, quoi. C'est juste, Oui, oui, c'est pas difficile à trouver aussi, hein. Si ils disent qu'ils ont pas forcément une bonne communication, tu vas pas le oui, c'est trouver facilement, mais quoi, ouais. après moi, maintenant, du coup, je suis rodée, tu vois? Je pense que j'arriverai à en trouver, mais il faudrait que je prenne le temps de le faire. Ouais. Mais du coup, petit à petit, j'en rajoute, tu vois? Parfois, effectivement, il y a des assos qui m'envoient un message genre: «Salut, on a tel projet, nin nin nin» et du coup, Mmh. je me les mets de côté et 1 fois par semestre, je vais rajouter des nouvelles assos. Parfois, c'est des gens aussi qui me les proposent et juste pour, revenir à ta question d'avant, parce que c'est assez important, tu me demandais, tu sais, comment je choisis les assos et Ouais, tout. les critères, Je voulais du coup quand même rappeler que, c'est une première sélection, mais alors elle est pas parfaite parce qu'il y a des structures aussi qui, savent très bien, mettre en avant ce qu'ils font sur un site internet, mais après quand on se rend sur place, on peut avoir des surprises ouais. et ça malheureusement, moi je peux pas, le savoir à l'avance. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vraiment, je recommande aux gens de contacter des anciens bénévoles pour avoir un retour d'expérience honnête, en fait. Et les anciens bénévoles, on peut les trouver, soit via, mes communautés, tu vois? On est Mmh. quand même assez nombreux maintenant, donc ça peut être avec le Discord, comme tu disais. Ouais. Et sinon, une technique, moi, que j'utilisais, c'est d'aller sur les réseaux sociaux de l'asso et d'aller regarder, les gens qui sont postés, tu vois? Ou les gens qui sont identifiés, dans, la description et tout. C'est les bénévoles qui s'occupent des réseaux sociaux des assos quand ils y sont. Donc en fait, ils se taguent parce qu'ils veulent quand même une sorte de reconnaissance et derrière tu Mmh. peux les retrouver. OK. Ou alors aussi LinkedIn, en tapant le nom de l'asso et en regardant ceux qui en ont mis dans leur curriculum vitae. Donc voilà un peu des petits tips et effectivement, quand il y a des gens qui vont voir des assos qui sont sur la carte, c'est déjà arrivé qu'on me fasse remonter que, finalement, l'expérience était pas si bonne. Et dans ce cas-là, moi, je réfléchis, bon, est-ce que je garde l'asso ou pas? Est-ce que c'est, un problème, tu vois, plus managérial ou vraiment, en fait, l'association fait pas un vrai programme de conservation? Je jauge pour voir si je la laisse ou pas parce qu'après, il faut pas oublier que, ma mission, c'est de soutenir des
petite et moyenne structure qui, Mmh. d'office, en fait, ne sont pas parfaites, en fait. Quand tu es une structure associative, tu galères avec l'argent, tu as jamais le temps, enfin, tout le monde est sous l'eau. Donc, c'est normal aussi que ce soit pas parfait. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je regroupe ces retours d'expérience et je les rends disponibles pour les autres. Comme ça, on est informé avant de partir et on n'a pas de mauvaises surprises. Ouais, puis en plus, bah, comme tu disais, via le Discord, en fait, pour, tous ceux qui ont envie d'avoir, bah, de 1, accès à cette carte-là, bah, ils la retrouvent sur ton site, Conservation Journey. Mais ensuite, ils peuvent faire des retours d'expérience, en fait, sur le Discord et enfin, je les rejoins pour préparer l'interview, entre guillemets. En fait, c'est vachement actif. Les gens, ils se présentent, ils disent: «Bon, bah, moi, je fais ça, je cherche à faire ça. Ah, bah, attends, tiens, j'ai bossé là-bas» et tu Bah, ouais. arrives à avoir des belles histoires qui se créent grâce à tout ça? Bah, alors c'est dur de tout suivre parce que du Ouais. coup entre Instagram, TikTok, mes autres trucs et tout, mais parfois ouais quand j'y vais, je lis les petites présentations des nouvelles personnes, et ça me fait toujours plaisir quand je vois que, tu vois, un tel, a répondu à quelqu'un qui était un peu, tu vois, solo dans ses questionnements, Mmh. heu et ouais, ça me fait plaisir de voir que c'est actif et en fait, c'est tout l'objectif de ce forum. C'est-à-dire que moi, quand j'y passe, ce que je fais le plus moi, c'est que je partage des offres d'emploi que je vois passer ou des Ouais. opportunités et tout. Hem, L'année dernière, j'ai invité plein de gens pour faire des lives que j'ai transformés en un podcast. Là, j'ai pas encore prévu de faire une saison 2, mais du coup, c'est vrai que l'idée de ce forum, c'est que les gens s'entraident. En fait, tu vois, par exemple, quand on m'envoie un message sur Insta, moi, je réponds toujours, mais je suis toujours limitée aussi parce que je connais pas tout, j'ai pas tout fait, enfin voilà. Ouais, ouais. Et donc, quand je ne sais pas répondre, je dis: «Mais tu devrais poser cette question dans le Discord», parce que c'est Mmh. sûr qu'il y a au moins une personne, dans ces 1 600 personnes qui, Ouais, qui aura connaît un quelqu'un, un coaching. truc, Ouais, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se retrouver entre passionnés. Là où moi, je trouve que souvent, enfin, j'ai quand même une impression qu'on a été tous dispatchés. Je sais pas toi, mais dans mon groupe, je sais pas, je le vois un peu comme des gens engagés Ouais. et essaimés partout dans le monde, mais Ah! tu OK, je vois vois, ce que genre tu veux moi, dire. dans mon groupe d'amis, j'étais la seule engagée sur ces thématiques-là et donc je me sentais très Ouais. seule alors qu'en vrai, j'étais pas la seule dans le monde, mais juste dans Mmh. mon monde quand j'étais jeune. Je sais pas si toi, ça fait très Bon, c'est longtemps que tu es pareil, hein. engagée, voilà et sûrement que tu t'es sentie seule aussi à des moments, alors que finalement on n'est pas seul, mais on se sent tous un peu seuls et donc Mmh. l'idée, c'est vraiment de fédérer et de se regrouper, et d'utiliser les outils, et les nouvelles technologies, en notre faveur, quoi. On est arrivé au milieu de notre échange avec Émilie, alors si le contenu te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles si tu nous écoutes sur Spotify, et si jamais tu es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter cette vidéo. Je t'embête pas plus, bonne écoute. Bah, tu disais que tu avais fait une saison 1 avec, c'est comme ça que je t'avais connu, en fait, avec, Conservation Journey, mais en tant que podcast où, bah, tu donnes la parole à plein de personnes. Tu as des organismes de formation, si je dis pas de bêtises. Toutes ces choses-là, est-ce que toi, tu remarques peut-être qu'il y a des vocations qui se créent ou, la conservation, alors au sens très large, hein, le mot est bizarre, mais est-ce qu'elle a le vent en poupe, entre guillemets? Dans dans le sens où, tu vois, tu partages plein d'offres, enfin, il se passe des choses tous les jours. On a l'impression qu'il y a pas mal de freins et que c'est un milieu assez fermé. Mais quand on a les bons outils et surtout, bah, les bons moyens pour, arriver à ses fins en tant qu'individu pour y travailler, en fait, il y a des choses. Il se passe plein de trucs. Ouais, il se passe plein de choses, il y a plein d'offres. Bah, alors, c'est un peu biaisé, je pense, ma vision des choses parce que du coup, je parle que, enfin, par exemple, sur les réseaux sociaux et tout, c'est que des gens qui sont engagés et tout. Ouais, tu es dans le truc. Hem, Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on n'a plus d'excuses, tu vois? Il y a plus d'excuses de, Ouais. je trouve pas les infos et tout. Heu, donc ça déjà c'est cool. Mais après bon, c'est pas le manque d'information, c'est pas la seule barrière à l'entrée pour ce domaine, tu vois? Il y a plein de gens quand même qui ont peur parce que c'est des jobs qui peuvent paraître instables, qui sont pas hyper rémunérateurs. Mmh. Donc il y a quand même plein de choses qui, je pense, fait que ça écrème un peu. Tu vois, au début, tu as genre un grand pool de personnes qui sont intéressées parce que ça fait rêver, parce qu'on a envie de s'engager et tout, mais après derrière, tu as ceux qui peuvent pas se permettre en fait, tu vois? Parce que, par exemple, leurs parents peuvent pas les soutenir au début Mmh. financièrement et tout. Donc malheureusement, bah, peut-être qu'eux, ils vont trouver un autre moyen ou ils s'engageront plus tard d'une autre manière et après, bah, tu gardes ceux qui ont la niaque et qui ont la dalle, quoi. Ouais. Ouais, les vrais Hem passionnés entre guillemets, quoi. mais, bah, après vrai ou pas, je trouve que c'est difficile parce que je pense qu'il y en a qui sont vraiment passionnés, mais qui juste, peuvent pas forcément, tu vois, ont pas les Ouais. opportunités au bon moment et tout. Mais par contre, je pense qu'il y a tout le temps, il y a toujours des manières de raccrocher le wagon, tu vois? Ouais. Il y a toujours des manières il y a des ponts à faire,
tu peux te réorienter, tu peux utiliser tes compétences de ton métier et les transférer au combat pour la conservation de la faune et tout. Enfin, il y a plein de manières de le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je reçois de plus en plus de messages de gens qui me disent bah, grâce à toi, j'ai trouvé ce job, grâce à toi, je pars là-bas faire un volontariat, Mmh. grâce à toi, je me lance dans des études avec tel organisme de formation que j'ai partagé. Mmh. Donc je sens que vraiment c'est utile et je pense que du coup, au vu de la proportion, enfin, je pense que le nombre de gens qui me le disent vs le nombre de gens que ça aide vraiment, Ouais. je pense que c'est au moins le double, tu vois? Parce que bon, ils ont pas Pas tout le monde va prendre le temps, de venir te voilà, c'est remercier, ça. super. C'est ça. Mais en tout cas, il y en a qui le font, donc je pense que c'est plutôt un bon indicateur, ouais. Ouais, bah, ça doit être super valorisant en plus, bah, au quotidien, moi je pense que tu dois avoir, ça doit être compliqué de gérer tout ce temps-là, parce que bon, déjà la création sur les réseaux sociaux, on le sait, c'est long, mais faire tout ça en plus que tu as aussi ce Conservation Journey, mais tu as aussi la plateforme Win, que tu as ouvert il y a pas si longtemps que ça, je crois il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises? Ouais, en Ou, fait, Win, c'était un peu plus le côté Conservation Journey, c'est le lien entre les particuliers et les assos. Et ouais, Win, ça va être le lien entre les assos et les entreprises, OK, ou le monde économique au sens large, donc les fondations, etc. Donc ça, avec cette structure-là, j'ai pu faire quelques partenariats entre des entreprises et des assos. Donc ça, c'est chouette, mais c'est un peu moins actif parce que justement, comme tu dis, je peux pas tout faire en même temps. Donc ça a le mérite d'exister, c'est là. S'il y a des entreprises qui nous écoutent, qui veulent s'engager pour la biodiversité, j'ai des choses à proposer, mais c'est vrai que je suis un peu moins active sur la prospection de ce côté. on vous met tous les liens dans la description. Là, on a parlé surtout de la carte des 1000 assos, mais en tant que «particulier» entre guillemets vers la conservation. Mais tu parles aussi du mécénat d'entreprise vers des actions de conservation. Enfin, pourquoi est-ce qu'une entreprise devrait être mécène pour, les actions de conservation? Et quels sont les Bah, arguments que tu leur apportes en fait, ouais, c'est ça le gros sujet, c'est que les entreprises, ça leur semble super éloigné en fait d'eux. Ouais. Et donc le premier job, ça va être de leur rappeler à quel point tout est lié à la biodiversité et à quel Mmh. point, en fait, c'est le socle du vivant et qu'aujourd'hui, il est, ben, en train de chuter complètement et que, sans la biodive, déjà, tout va leur coûter plus cher. Tu vois? Tu prends une entreprise, de textile, ou, même de parfumerie, de cosmétiques, ben, 80 de leurs, ingrédients, ça va être de l'eau. L'eau, c'est une ressource qui dépend à 100 de la biodiversité. Ouais. Donc si ils protègent pas, les havres de paix, les espaces naturels qui sont autour de leur zone où ils prélèvent de l'eau, par exemple, bah, au bout d'un moment, ils se retrouveront, sans eau ou avec une eau qui n'est plus, de qualité Mmh. et donc bah, ils ne vendront plus, leurs parfums, leurs crèmes. Donc en fait, je leur rappelle qu'ils ont un lien direct et je leur rappelle du coup les risques que ça engendrerait que la biodiversité, s'écroule et je leur montre et je leur parle du mécénat comme une des solutions pour s'engager. Mmh. Effectivement, c'est pas, il faut pas la faire, toute seule. C'est-à-dire que les entreprises, il faut aussi qu'elles mettent en place des choses dans leur chaîne de valeur, pour, réduire leur impact, réduire leurs risques. Enfin, il y a plein de choses à faire, en interne, mais en fait, le mécénat, c'est essentiel de le faire en même temps, tu vois? Une entreprise qui va me dire: «Ah oui, non mais là, c'est pas la priorité et tout, il faut déjà qu'on s'occupe de notre chaîne de valeur». Bah, c'est important de s'occuper de sa chaîne de valeur, mais le truc, c'est que ça prend tellement de temps et c'est pas Mmh. de leur faute. Enfin, les entreprises, voilà, elles ont leurs préoccupations aussi. Ça Mmh. prend du temps et sauf que là, le temps est vraiment compté pour la biodive et donc le mécénat, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir un impact super rapidement et en fait, tout l'atout que moi j'apporte, c'est de se dire: «Moi, je vais trouver un projet avec lequel ça a vraiment un sens, de vous allier», tu vois? Un Ouais. projet qui, bah, préserve des écosystèmes dont ils dépendent, ou dans des zones où ils vont faire, des tournages, si c'est une boîte de production. Enfin, il y a plein de où tu vois une asso qui est proche de leurs locaux ou si c'est plutôt une boîte de services, tu vois? Qui vendent pas des produits. Bah, en fait, ça reste important de préserver la biodiversité rien que pour les employés, en fait, Mmh. nous les humains, en fait, on dépend de la biodive. Donc D'accord, il y a ouais. pas une entreprise qui ne dépend pas de la biodive, rien que par le fait que, bah, l'entreprise sans ses employés, elle s'écroule donc c'est un peu ça, tout l'enjeu, ouais, c'est de rappeler le lien, des entreprises avec la biodive, rappeler, que c'est important de s'engager, de montrer les outils qui sont possibles et donc le mécénat, c'est un des outils, quoi. En fait, c'est à tout type d'entreprise à qui tu peux parler, en fait. Il y a pas que les Ouais. petites PME ou TPE, Bah, c'est tout bénef pour les entreprises, parce que c'est vrai que là, je parlais vraiment
de mon angle très biodiversité, et cetera. Mais en Ouais, fait, les entreprises, donc et pour limiter leurs risques, et pour leur rapport extra-financier, prouver qu'elles sont engagées, et cetera. Pour leur image de marque, parce que les gens sont de plus en plus, conscients et choisissent de plus en plus des marques qui sont engagées. Heu, pour, leur durabilité sur le long terme, s'ils veulent réussir à perdurer dans le temps alors que, ben, on sait, vers quoi on se dirige quoi avec, l'environnement. Il y a vraiment, 1000 et une raisons pour lesquelles il faut que les entreprises s'adaptent et s'engagent pour la biodive. Mais en fait, le truc, c'est c'est que surtout, les entreprises, il faut pas qu'elles attendent d'être obligées de en fait, elles ont tout intérêt à le faire en amont et être, perçues comme des leaders, tu vois, dans mmh, l'engagement. Parce que dans tous les cas, c'est sûr que ça va être obligatoire à un moment donné, donc ça sert à rien d'attendre les normes, mais c'est sûr que c'est un argument en plus. Et après, par rapport à la taille, je m'adresse plus à des structures, petites ou moyennes, parce qu'en fait, les grandes, elles ont beaucoup plus de responsabilités et ouais, là, vraiment, juste un mécénat, c'est pas suffisant et d'ailleurs, la mmh, majorité ont déjà mis en place des choses assez, robustes, dans leur mmh. chaîne de valeur. Elles ont souvent déjà des fondations ou des véhicules, tu vois, de Ouais, des dons. pôles dédiés, Voilà, ouais, normalement, elles ont déjà mis en place des choses, et si c'est pas le cas, c'est tellement un énorme dossier que moi, je pourrais pas le faire toute seule. ouais, Donc c'est pas vraiment à ces grosses structures que je m'adresse, mais plutôt à des petites, qui se sentent dépassées, qui voient pas comment elles peuvent faire. mmh. C'est là que le mécénat, en plus, de s'améliorer petit à petit, dans sa chaîne de valeur, c'est un super outil, quoi. Du coup, on parle depuis le début de la conservation de l'environnement. C'est quoi pour toi la définition de la conservation de l'environnement? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi dessus. Et pour toi qui y bosses depuis des années, qui conseille des personnes, la conservation, selon Émilie, qu'est-ce que c'est? Bah, alors la conservation, c'est pas la définition du Larousse, hein, mais pour moi la conservation c'est, préserver et restaurer les écosystèmes naturels, donc bah, la biodiversité. La biodiversité, c'est quoi? C'est la faune et la flore, Mmh, c'est la diversité génétique, et c'est ce qui fait que tout, fonctionne, en fait. Ma définition est très large, mais c'est parce que justement, pour moi, c'est un domaine dans lequel on a besoin de tous les talents et de tous les types de compétences. Tu es journaliste et bah, tu peux être un journaliste, engagé pour la conservation de la nature. ouais, Tu es politicien, tu peux être un politicien engagé pour la conservation de la nature. Tu es, juriste, tu peux faire, du droit qui fait avancer la jurisprudence, pour, en faveur de l'environnement. Tu es, entrepreneur et bah, tu peux lancer une entreprise qui, a vraiment, la biodiversité comme mission, tu vois? Et il y a vraiment 1000 et une façons de participer à la conservation de la nature. C'est pas que la conservation pure et dure de terrain où tu vas aller, replanter, l'espèce menacée et la protéger et cetera, la monitorer. Il y a de ça aussi. On a mmh, besoin de tous les niveaux d'engagement. Il y a des scientifiques sur le terrain qui font des suivis de population pour connaître, l'état de santé d'une population, d'une espèce, voir quels sont les impacts pour ensuite aller demander et c'est ça que je trouve hyper intéressant et que j'ai appris petit à petit, tu vois? C'est que j'ai d'abord fait de la science et du coup, j'ai appris à justement, bah, aller sur le terrain, compter les espèces, faire des recherches scientifiques, trouver des corrélations entre des chutes de population et des activités humaines, par exemple. mmh. Après le côté scientifique, je me suis intéressée un peu au droit et j'ai fait un master de politique environnementale où là, OK, j'ai plus vu, ben, comment sont derrière utilisées ces données. Donc, tu vois, par exemple, ceux qui sont sur le terrain et cetera, ils récoltent les données. Ensuite, ces données, elles sont envoyées à un labo ou à un ouais, qui bureau va les d'études traiter, qui va, écrire tout un rapport et cetera. Ce rapport, il est ensuite envoyé ou il retombe sur le bureau, hem, d'une ONG. L'ONG, elle va s'occuper de vulgariser le contenu pour le rendre digeste par les politiques, par, le grand public, pour faire connaître, en fait, ces résultats. mmh, Ensuite ça, c'est vraiment bon, là, je te raconte dans l'idéal, hein. Après, il ouais, y a plein de si tout moments se où ça passe se bien. passe pas comme ça. Mais si tout se passe bien derrière, ces rapports sont aussi partagés. Du coup, une fois que les politiciens peuvent s'en emparer, comprennent les infos, ils peuvent aller faire, prendre des décisions, avec ça en conscience, bah, dans les instances politiques, en Mmh, Europe, en France, au niveau local et cetera. Et tout ça, ça permet à la fin, par exemple, de créer une nouvelle aire protégée, mmh, de lancer un plan d'action pour, telle espèce qui est grandement menacée. Donc tu vois, c'est un peu ce truc de, en fait, visualiser que la conservation, c'est toute une chaîne d'action de plein de compétences différentes qui, en mouvement, participent à préserver et sauvegarder, en fait,
la diversité des espèces et du vivant, quoi. Non, tu pas forcément que du terrain. En fait, la face cachée de la conservation, c'est un petit peu tout ce travail-là administratif qui permet de protéger de 1, bah, par la loi avant, bah, d'arriver sur le terrain et de protéger, in situ. Ouais, c'est ça et en fait, c'est pour ça aussi qu'il faut au début, ça fait rêver tout le monde et tout le monde se lance parce que, on aime les animaux, parce qu'on est sensible, parce qu'on veut pas les voir disparaître et Ouais, après les petit rêves à de petit gosse, ouais, voilà, mais ça, c'est très important ah oui, bien sûr. et c'est aussi ça, tu vois, les rencontres avec la faune faites dans de bonnes conditions, ça peut créer des vocations dans ce sens. Mais après, petit à petit, quand on grandit, qu'on apprend, on teste différentes choses, on se dit: «Ah bah non, moi, j'aime pas écrire des rapports, Mmh. j'adore, aller compter les plantes en extérieur. Ah non, Ouais. moi, j'aime pas compter les plantes en extérieur. Par contre, j'aime trop, filmer les gens le faire et faire des montages» et en fait, c'est vraiment se dire et c'est qu'en faisant des expériences sur le terrain qu'on se rend compte de qu'est-ce qu'on aime faire concrètement. Même si on sait qu'on veut participer à la conservation de la nature, c'est se demander: «OK, de quelle manière je veux y participer?» et par exemple, bah, moi, je suis passée par les sciences, la politique, le droit. Au final, je fais de la communication, tu vois? Mmh. Et c'est comme ça que moi, j'apporte ma pierre à l'édifice et vraiment, c'est ce truc d'apprendre à se connaître et de tester plein de choses pour trouver enfin la manière dans laquelle on peut participer à ce grand combat, quoi. Et tu sais, toi qui as fait pas mal d'expériences sur le terrain, est-ce qu'il y a des métriques, générales qui existent pour acter qu'une action de conservation a réellement un impact sur, un territoire donné, un écosystème, un biotope, ou Mmh. c'est à chaque fois par mission, des indicateurs différents? Alors c'est tout le sujet avec la biodiversité et c'est pour ça que les entreprises et les politiques, ils sont un peu relous avec ça. C'est qu'il y a toujours, effectivement cette volonté de: «Ah mais alors, le rapport d'impact, nin Ouais. nin Pour la biodiversité, effectivement, ça va souvent être différent en fonction des projets. Parce qu'en fait, la biodiversité, c'est complexe et puis c'est dur à quantifier et c'est aussi, tu vois, pour ces raisons-là de, bah, par exemple, les financeurs, ils vont préférer mettre de l'argent dans des projets de restauration. Mmh. Donc la restauration, ça va être réparer des écosystèmes qui ont été endommagés pour essayer de les ramener à leur état, on va dire, de base, Ouais. pour, réparer les services écosystémiques qui nous rendent, qui ont été du coup, détériorés. Mmh. Et bah, souvent, les financeurs, ils vont préférer ce type de projet parce que Mmh. tu as des métriques claires. Tu vas dire: «On a planté tant de nénuphars, on voit un retour de tant d'espèces, Ouais. heu, il y a eu, tant de grenouilles qui sont venues, dans les temps». Tu vois? Et donc là, tu as des métriques hyper claires et c'est ça qui rend les projets de restauration très attractifs, pour des financeurs, ce qui est très bien. Mais le problème, c'est qu'à l'inverse, tous les projets de conservation, donc conservation, ça va être plutôt ben, protéger un environnement qui n'est pas encore endommagé, en fait. Et ce qui est essentiel, parce qu'on le sait très bien que c'est les écosystèmes qui sont primaires, qui ont la meilleure capacité d'absorption du carbone, par exemple. Mmh. Par exemple, les très vieilles forêts vont bien mieux absorber que des forêts qu'on vient juste de planter, ça c'est prouvé et reprouvé. Et donc c'est essentiel de faire de la conservation en plus de la restauration. Et le truc, c'est que la conservation peine à se faire financer parce que, bah, tu as moins de métriques, claires, ou c'est bien plus compliqué et Ouais, donc c'est plus moins coûteux. visible. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, tout normalement, tout est là et donc comment tu vas réussir à prouver que en fait, il faut réussir à prouver d'une certaine manière que tu as réussi à maintenir le même niveau de biodiversité dans un espace qui était déjà en bonne santé et donc Mmh. pour ça, tu as des entreprises qui essaient de se développer, hein, qui essayent d'utiliser, tu vois, des sonars, des IA, des trucs, Mmh. pour capter, par exemple, des trucs super intéressants, genre, des sortes de caméras, thermiques plus, sonores et cetera qui du coup Ouais. enregistrent la densité d'espèces, et puis tu fais ça sur Ah, c'est toutes ouf. les années du projet et après tu peux dire: «Ben, on a eu, soit une augmentation, soit une stabilité du nombre d'espèces et tout». Le truc, c'est que, bah, pas tout le monde a accès à ces technologies, ça peut être coûteux. La solution, si on n'a pas ces technologies-là, c'est d'envoyer des gens sur le terrain faire du comptage d'espèces et alors là, je peux te dire que c'est hyper coûteux puisque, bah, c'est du temps humain, quoi, donc ouais, la réponse est pas très claire, mais globalement, ouais, ça dépend des projets et c'est un peu la grosse épine sous le pied de la conservation qui, du coup, galère à se faire financer, quoi. Et tu as déjà eu des projets auxquels tu as participé ou que tu as eu vent qui ont vraiment eu du mal pour tous ces aspects-là justement? Ou peut-être les financeurs n'étaient pas forcément très attirés par le projet parce que, bah, on était sur des actions de «maintenance et de contrôle» entre guillemets, plutôt que des actions de, pas de réparation? Bah, c'est tout le alors j'ai pas un projet en tête spécifiquement, mais je sais que c'est tout l'enjeu parce que, par exemple, j'avais été dans des événements, justement qui mêlent,
les associations de conservation avec, tu vois, des instances gouvernementales et des entreprises. Et souvent, c'était une question qui revenait, tu vois, les gens qui étaient dans les associations, ils disaient, mais en fait, pour parler grossièrement, vous nous saoulez avec vos rapports d'impact et vos métriques. Mmh. Déjà, ça prend du temps, c'est hyper coûteux, c'est hyper galère. C'est le truc de ceux qui financent ont le contrôle et eux, ils veulent des rapports sont pas, qui sont pas faciles à rendre et toutes les assos n'ont pas la capacité interne de le faire en fait. Et donc oui, j'ai déjà, enfin, c'est une réalité qu'on m'a fait remonter, que moi j'ai pu observer. Après là, te dire un nom spécifique, j'avoue, j'en ai pas en tête. On n'est pas là pour faire du name dropping, mais c'est pour voir si toi tu En tout cas, je sais que c'est vraiment un sujet actuel et il y a plein de structures qui essayent de trouver des solutions hein, à ça, mais c'est pas une question facile à répondre. Et à contrario, tu as peut-être d'autres, actions auxquelles tu as participé, qui là, où tu t'es vraiment rendu compte que ton action a vraiment été impactante pour le milieu? Tu vas me dire toutes. Heu, non, non, J'espère. j'aurais pas l'arrogance. Tu veux dire sur le terrain ou plus des choses que je fais aujourd'hui? Ouais, bah, sur le terrain et aujourd'hui, parce que je pense que tu as pas forcément le même temps aussi d'aller sur le terrain avec toutes les actions que tu fais, tout ce que tu fais à côté. Mais, par exemple, j'avais noté que tu étais parti, tu avais fait une superbe expérience avec la WWF, autour du braconnage. Est-ce que, par exemple, c'est cette expérience-là qui a permis de mettre un peu d'essence dans le moteur pour te dire: «Ah d'accord, mais en fait, je peux vraiment avoir un impact en plus de réaliser, ben, un de mes rêves de travailler pour, cette ONG»? Pour le coup, le WWF, c'était, ce que j'avais fait pour eux, c'était que j'avais rédigé tout un rapport où j'étais allée, faire une enquête auprès des autres pays européens pour voir comment la société civile, donc les ONG, sont intégrées dans les prises de décision pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages. Donc c'était un peu un travail préliminaire pour qu'ensuite le WWF puisse mettre en place une stratégie, pour, mieux influencer les décisions politiques contre le trafic d'espèces sauvages. Et donc, j'avoue que c'était plutôt un travail de rédaction de rapports, d'interviews, donc c'est pas ce qui m'a le plus plu. Après moi, j'étais très fière d'intégrer cette ONG que j'admire beaucoup et en plus, sur une thématique qui me passionne particulièrement. Mais c'est pas le moment où je me suis sentie, la plus utile, je dirais. Et d'ailleurs, je sais pas trop où ça en est, tu vois, ce rapport, à quoi il a servi et cetera. J'ai pas trop pu suivre. Tu pas eu l'aval après? Non, pas trop. Mais là où j'ai pu me sentir vraiment utile, ça va être des missions sur le terrain, par exemple, la mission en Corse, avec l'association Marée Vive où vraiment, bah, tu fais du nettoyage de plage, donc déjà tu vois le avant-après, c'est des trucs très Ouais. concrets. À chaque fois en plus on comptait, donc on a pu compter, les tonnes de déchets qu'on a ramassés. On rencontre les gens, tu vois? Donc c'est du très concret, on va les sensibiliser directement et tout. Donc ça, c'est des moments où on se sent vraiment très impactant et on sent qu'on va dans le bon sens. Et après, bah, là, tout récemment, quand j'étais en Polynésie et que je suis allée rencontrer les associations, j'ai vraiment eu un gros moment de: «OK, je suis à ma place, j'ai l'impact que je dois Mmh. avoir». Je sentais que les assos, elles étaient très contentes de m'accueillir. Elles étaient contentes du résultat aussi, du contenu que je proposais. Je voyais aussi que, ben, le contenu était bien vu, sur les réseaux sociaux, que Ouais. les gens réagissaient, que ça permettait aussi des mises en relation. Je sais qu'il y a une personne avec qui j'ai parlé sur les réseaux sociaux qui est partie dans une des assos que je suis allée, rencontrer, que j'ai mis en avant et cetera. C'est ce genre de choses aujourd'hui où je trouve que moi j'ai un impact. C'est un peu, on pourrait dire que je suis un peu tisseuse de liens quoi, tu vois? Je fais des ponts entre les mondes, entre les gens et c'est ça aussi qui se passe quand je fais des appels, tu vois, d'orientation avec les gens. Ouais. Hem, je suis pas, spécialiste, j'ai pas fait de formation en orientation, tu vois? Je suis pas spécialiste, je connais pas par cœur toutes les formations et tout, mais Ouais, bah, l'idée, à c'est force, tu que connais, j'essaye de défricher avec les gens, de les conseiller au mieux et surtout donner des pistes et des gens à contacter derrière parce que c'est que comme ça, c'est en parlant avec des gens, que tu vas mieux comprendre, bah, le domaine et mieux savoir ce que tu veux faire dedans, quoi. tu as peut-être une année type à nous présenter, alors très largement, parce que tu continues de faire tous les étés tes actions Alors de conservation? j'ai vraiment pas une année type, tout simplement parce que j'apprends en même temps que je fais. Ouais, Heu, Moi, je fais ça en statut d'auto-entrepreneur. Donc, bah, quand on est auto-entrepreneur, on teste des choses, hein. Moi, j'ai testé plein d'offres, plein de choses, qui n'ont pas fonctionné, d'autres que j'ai
moins testés qui ont fonctionné finalement, etc. Donc franchement, j'ai pas une année type et c'est ça aussi qui me plaît, c'est que ça change et c'est qu'en fonction des opportunités, en fonction de, tu vois, à chaque fois, je peux ajuster. S'il y a un truc l'année dernière que j'ai moins aimé ou qui m'a manqué, bah, cette année, je peux faire différemment. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés de savoir un peu en détail enfin, ça veut dire quoi l'entrepreneuriat, comment j'ai mis ça en place, j'ai fait une vidéo YouTube qui retrace bah, mes dernières années là, en entrepreneuriat. Donc ça, c'est chouette aussi. Et pour te répondre, là, pour mes prochains projets, donc là, j'ai effectivement pas mal de contenu encore à partager sur la Polynésie. Donc je vais faire ça. Maintenant, je suis à Marseille et j'ai envie d'aller voir les structures qui sont dans les environs, tu vois, aller voir Ouais. les assos proches de là où je suis et faire pareil, tu vois, aller sur le terrain, mettre en avant ce qu'ils font, mettre en avant les parcours au sein de ces structures. Et j'ai peut-être une autre expédition qui se profile, ouais. Je vais pas non plus m'avancer trop parce que c'est pas sûr de sûr. Ouais. Mais dans l'idée, j'aimerais bien continuer à aller voir les assos sur le terrain et en outre-mer notamment parce que ben, je pense que c'est important d'abord de parler de la biodiversité française. Et les outre-mer, bah, 80% de la biodiversité dite française est en outre-mer. Donc c'est quand même Ça, quoi. essentiel d'en parler, de les rendre visibles et d'essayer de les aider. Donc voilà un peu pour les projets, mais ouais, en entrepreneur, surtout en solopreneur, c'est une opportunité à la fois et on avance quoi. Ouais, et puis le temps n'est pas divisable, donc ça devient vite très chronophage, bah, tout ce que tu fais en fait, quoi. Et après, sinon, il y a quand même un truc qui est assez stable en ce moment, c'est que bah, mon site et mes réseaux sociaux fonctionnent bien et je me concentre vraiment là-dessus. Et Ouais. après, à côté, je travaille aussi en tant que chargée de communication pour un programme de l'UICN, justement. Ah OK. Un programme où eux, ça s'appelle le PPI. Ils soutiennent des petites associations en Afrique centrale et de l'Ouest. Et du coup, moi, je m'occupe de la communication pour eux. C'est un temps partiel, tu vois. Et ça, c'est cool parce que ben, ça me permet de travailler un peu en équipe, tu vois. Mmh. C'est une chouette équipe. Et puis, c'est complètement dans la même lignée que ce que je fais déjà, tu vois, mettre en avant des programmes, des assos sur place. Donc, je suis très contente de ce partenariat-là. C'est vrai que tu es assez multicasquette, en fait. Tu as une partie communication, ce qui est visible, mais à côté de ça, tu as une vraie partie entrepreneuriale où du coup, tu as Conservation Journée, Win et en plus de ça, bah, tes actions, plus perso où tu faut bien que tu vives à côté et en plus de ça, ton travail. Ouais, Ouais, ça doit pas être simple quand même, niveau sommeil, j'imagine. Au moins, tu as ouais, le plaisir de faire ce que tu aimes. c'est ça, ouais, ça cogite pas mal, mais franchement, je suis hyper heureuse de ce que j'ai réussi à construire et de là où j'en suis, parce que, comme tu le dis, je fais plein de choses, mais c'est que des choses que j'aime et dans la direction et l'impact que je souhaite avoir. Donc ça, franchement, je suis hyper reconnaissante. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en description sur The Conservation Journey, les réseaux d'Émilie aussi, pour, si vous avez envie de travailler pour la conservation et merci encore pour tout. C'est vraiment un échange super enrichissant. On a appris plein de choses. Avec plaisir, merci à toi. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne journée, puis à bientôt. Salut!